Bonjour à toutes et bonjour à toutes et bienvenue à ce webinaire. Aujourd'hui, nous allons parler des fonds à stratégie alternative, une approche d'investissement qui suscite un intérêt croissant chez les investisseurs en quête de diversification. Dans un environnement en ce moment dominé par quelques grandes valeurs, ces stratégies offrent une manière différente de créer de la performance, moins dépendante de la direction des marchés. Mais concrètement, que recouvrent ces stratégies? Quels sont leurs rôles dans une allocation patrimoniale et comment peut-elle aider à mieux gérer la volatilité d'un portefeuille? Pour répondre à ces questions, nous invitons deux experts. David Mélu, directeur général de Varenne Capital Partners. Bonsoir David. Bonsoir Maxime. Et Pierre Puy-Basset, porte-parole de la gestion et membre du comité d'investissement de la financière de GKI. Bonsoir Pierre. Bonsoir Maxime. Ensemble, ils nous aideront à décrypter les mécanismes et les spécificités de cette stratégie, long short action, crédit absolu ou encore gestion des corrélés, et partageront leur vision du marché actuel. Vous pouvez poser vos questions dans le chat, nous y répondrons à la fin du webinaire. Maintenant, commençons. Première question, les marchés ont été portés par quelques grands gagnants ces dernières années, rendant les portefeuilles parfois très concentrés. Dans un souci de diversification, on parle donc de stratégie alternative. Donc, qu'est-ce que c'est et quel est leur rôle dans un portefeuille patrimonial? Je démarre. Vas-y, David. Merci, Pierre. Bonjour à toutes et à tous. Alors, la définition de la gestion alternative n'est pas forcément aisée à donner, donc on pourrait faire presque par élimination. C'est tout ce qui n'est pas de la gestion traditionnelle. On entend par gestion traditionnelle l'investissement de long terme en actions, en obligations. Par opposition, les stratégies alternatives, elles, visent à générer un rendement quel que soit l'environnement des marchés. Il faut garder en tête que les marchés financiers nous offrent la possibilité de générer de la performance dans toutes les situations. Donc, les stratégies alternatives, par exemple, pour en citer quelques-unes, ça pourrait être de la prise de position vendeuse et donc s'exposer à la correction d'une entreprise qui serait survalorisée sur les marchés. Ça peut être l'arbitrage d'opérations de fusion ou acquisition pour lesquelles il y aurait une inefficience sur le marché. C'est autant de choses qui finalement permettent d'offrir ou du moins de rechercher la génération d'une performance absolue sans être corrélée à l'environnement des marchés. Et en quoi ces stratégies apportent-elles de la diversification et sont source de performance dans un portefeuille? Bon, de la diversification, déjà, je dirais, elles ne vivent pas de la même façon que des stratégies traditionnelles qui sont généralement des stratégies longues. Alors, bien sûr, il y a toute une sélection de valeurs qui fait que les fonds dits de gestion active, pour prendre l'exemple des obligations, se positionnent sur un portefeuille obligataire, vont bénéficier du rendement du stock plus de l'évolution, je dirais, des taux d'intérêt. Si les taux d'intérêt montent, ça va compresser en fait la performance d'un fonds obligataire traditionnel, buy and hold, c'est-à-dire on va accumuler des positions obligataires et les conserver. Dans le cas inverse, vous allez avoir un surcroît de performance. L'atout d'une gestion alternative, c'est finalement d'essayer de s'écarter en fait de cette loi-là ou de ne pas en dépendre totalement. C'est-à-dire finalement à travers toute une série de stratégies, de blocs, bien sûr ce qu'on appelle du long short, donc des stratégies où on va acheter une obligation, en vendre une autre, essayer de capter en fait une performance qui va être constituée par l'évolution de leur écartement, de spread. Bon, enfin, je ne veux pas être trop technique, mais tout ça vous permet finalement, et c'est l'objectif, d'avoir des fonds déjà qui ont des volatilités qui sont faibles, donc ça peut être intéressant en termes de diversification de risque, des décorrélations. Une décorrélation, qu'est-ce que c'est? Par exemple, un fonds qui arrive à limiter l'impact de la baisse, par exemple, qu'on a eu en 2022, qui a été une baisse qui a été très dure pour les fonds obligataires traditionnels. Un fonds de gestion alternative, grâce à d'autres types de stratégies, a pu finalement limiter de façon très importante cette baisse pendant cette période-là. Vous avez évoqué le mot de décorrélation comme argument clé pour ces stratégies. Comment vous mettez en place la décorrélation? Alors, dans le cas de la stratégie dont je viens parler aujourd'hui, qui est une stratégie qui s'appelle échiquier Absolute Return Crédit, donc il y a le mot Absolute Return, il y a le mot crédit, donc c'est un fonds qui a investi sur le territoire du crédit d'entreprise, donc les obligations qui sont émises par les entreprises s'endettent sur le marché, elles émettent des obligations. Pourquoi? Alors, comment être décorrélant? En essayant d'échapper de la loi qui, finalement, s'impose aux fonds traditionnels de gestion obligataire. Je le répète, c'est les fonds qui vont acheter des obligations, les porter, et qui vont dépendre un peu de l'évolution du niveau des taux d'intérêt. Si les taux d'intérêt remontent, c'est des fonds
probablement qui vont beaucoup souffrir. Si les spreads de taux, c'est-à-dire la prime de risque, le surcroît de rendement qui va vous être offert par l'entreprise pour lui prêter de l'argent par rapport à une obligation sans risque augmente, vous allez probablement avoir un fonds qui sera en performance négative. Comment offrir de la décorrélation en ayant plusieurs types de stratégies et des stratégies finalement qui ne dépendent pas de ce cycle qui s'impose aux stratégies traditionnelles. J'imagine que c'est similaire pour le marché action. Oui, ça va être sensiblement la même chose sur un fonds comme Varenne Valeur, qui est le flagship de la société. On assemble, en fait, selon nous, un peu le meilleur des deux mondes entre la gestion traditionnelle et la gestion alternative. La gestion traditionnelle, parce que le socle de notre proposition de gestion, c'est de l'investissement long action, de long terme, dans des entreprises de très grande qualité, qu'on va essayer de porter dans le temps, entreprises de très bonne qualité qu'on va acheter dans un environnement favorable. Et à cela s'ajoutent des stratégies donc, de décorrélation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va chercher à améliorer le comportement du fonds dans des phases qui sont peut-être difficiles pour la stratégie core. Donc, typiquement, une phase de marché baissier, c'est difficile parce que surtout, plus les phases de correction sont violentes et plus les actifs, je généralise un petit peu, mais plus les classes d'actifs se recorrèlent. Et donc, que vous ayez une très bonne entreprise ou une entreprise de mauvaise qualité, dans un environnement fortement baissier, tout va tomber un petit peu de la même façon. Donc, c'est là que la valeur ajoutée de la sélection individuelle de titres que nous avons sur la partie cœur, gestion traditionnelle, arrive peut-être à ses limites. Et donc, il nous fallait des relais de performance. Et c'est là qu'on va chercher 3 stratégies complémentaires qui visent à améliorer le comportement, finalement, qui vont tirer avantage de situations totalement différentes des marchés. Et donc, elles vont se relayer peut-être tour à tour ou parfois ne pas s'activer parce qu'on n'en a pas besoin. Mais la proposition de gestion vise vraiment à générer une performance absolue. C'est directement embarqué dans le nom du fonds qui est présenté par Pierre. Mais c'est ça l'objectif de la gestion alternative, c'est une performance absolue, quel que soit l'environnement des marchés. Et dans quel environnement de marché, justement, ces stratégies ont historiquement mieux fonctionné et est-ce qu'elles ont des limites par rapport à la gestion traditionnelle? Alors, dans le cas, par exemple, du fonds dont je viens parler, je pense que le meilleur exemple, c'est 2022. 2022, on le sait, ça a été une année épouvantable pour la classe obligataire, avec les politiques de remontée de taux d'intérêt. Les fonds traditionnels obligataires, qui sont censés être quand même des allocations défensives, normalement, dans un portefeuille, ont corrigé, selon leur catégorie, entre, je vais dire, moins 10 et moins 20%. La stratégie dont je vous parle, qui est une stratégie qui a un fonds maître, enfin je ne rentre pas dans le détail, mais en fait on a un track record, je dirais de 6 ans sur cette stratégie-là, donc elle fonctionnait déjà en 2022, ben c'est un fonds qui n'a baissé que de 3%, 3,5% sur la période. Donc on voit bien finalement les bénéfices de ces stratégies-là, qui ont permis finalement, dans une année exceptionnelle pour le territoire obligataire, de corriger en grande partie et de limiter en très grande partie les dégâts liés à la situation finalement qui s'est imposée aux obligations, qui est la remontée des taux. Et les limites? Les limites, effectivement, en fait, l'avantage est multiple. Hein. L'apport est très adapté aux environnements qu'on connaît depuis quelques années. Les limites, si on devait les lister, elles sont plus théoriques que pratiques. Ce serait un environnement de faible volatilité, d'excellente lisibilité, prévisibilité des entreprises, dans un monde qui serait très efficient, pour lequel on aurait une trajectoire quasi rectiligne. Effectivement, là, la gestion traditionnelle, en fait, suffirait à elle-même. L'objectif de la gestion alternative est de rechercher de l'alpha, donc de la génération de performance un peu absolue. La gestion traditionnelle, son talon d'Achille, c'est le bêta qu'elle a au marché, c'est-à-dire le lien qu'elle va avoir avec le marché, notamment dans les phases baissières. Donc, si on est dans une trajectoire où avoir du bêta n'est pas problématique, bon, bah alors vous prenez la performance du marché et vous n'avez pas besoin d'aller chercher des stratégies plus sophistiquées, plus complexes. Mais c'est un énoncé de limite très théorique. Et il suffit de regarder les 5 dernières années pour se rendre compte que les trajectoires de marché n'ont pas été telles que je viens de les citer. En effet. Quels sont les leviers que vous mettez pour créer de la valeur indépendamment justement de la direction des marchés? Quels sont les outils que vous utilisez précisément? Chez Varenne et dans le fonds Varenne Valeur, on embarque 4 moteurs de performance. Donc, j'en ai parlé tout à l'heure, le socle qui est de la gestion de long terme, d'entreprises de très bonne qualité, et puis derrière, les stratégies de décorrélation qui visent à améliorer le comportement.
on en a trois. Une première qui est de la prise de position vendeuse sur les entreprises qui semblent fragiles et traitées dans un environnement de survalorisation. Et donc, c'est une autre sélection individuelle de valeurs. Là encore, on construit une thèse d'investissement sur le long, on construit une thèse d'investissement aussi sur la partie short, parce que dans un environnement de marché qui se normalise ou dans un marché qui viendrait à baisser, les entreprises les plus fragiles devraient être celles qui baisseraient le plus. Donc, on a un moteur qui va surtout s'activer dans des phases baissières, mais même dans un environnement plutôt sain et normalisé, on pourrait avoir concomitamment des entreprises de très bonne qualité qui créent de la valeur et des entreprises de moins bonne qualité qui traitent à prime et que le marché corrige. Donc, on peut avoir ces deux moteurs qui pourraient performer concomitamment, mais donc on a un moteur qui vise à améliorer le comportement avec le short. On a une équipe qui est dédiée par stratégie, donc on a une équipe qui est également dédiée à une stratégie d'arbitrage d'opérations de fusion ou acquisition sur les marchés, en se concentrant uniquement sur les opérations qui sont annoncées et amicales. Sur le marché, lorsqu'on annonce une opération, en général, le cours de bourse va s'ajuster assez proche du prix de l'offre, mais pas au niveau du prix de l'offre. C'est une petite prime qui est laissée sur le marché pour le temps, pour le risque résiduel, pour toute une série de facteurs qui font que le cours va venir tangenter le prix de l'offre, mais sans forcément le toucher. Nous, on a une équipe d'analystes gérants dédiés, experts en droit boursier et en analyse fondamentale, qui vont venir chercher juste cette petite inefficience. Et puis derrière, une quatrième expertise avec une équipe qui est dédiée encore, qui est plus sur l'analyse macroéconomique, l'environnement dans lequel on évolue. Parce que je le disais tout à l'heure, dans un environnement très fortement baissier, tous les actifs se recorrèlent. Alors, c'est là que la perte en capital pour l'investisseur peut être la plus douloureuse et potentiellement la plus longue à rattraper. Et donc, on a essayé de monter un dispositif, une expertise de gestion qui repose sur une analyse macroéconomique qui, si un certain nombre de scénarios qu'on va identifier et qu'on va identifier comme possibles, pas forcément probables, mais possibles, on va essayer d'embarquer un dispositif qui tirerait avantage de la réalisation de ces scénarios. Ce qui veut dire que si le marché baisse de façon très importante, eh bien, on aurait le long, la stratégie core traditionnelle qui risquerait d'être un peu emportée dans la vague baissière. En revanche, on a une activation d'un nouveau moteur, d'un moteur additionnel qui devrait améliorer le comportement. Donc, on en revient à ce qu'on disait en préambule. L'objectif est vraiment l'amélioration du comportement des fonds, sachant qu'on ne va pas jouer à se faire peur sur un temps long. Les marchés sont quand même haussiers et c'est pourquoi le socle de la gestion, ça reste un socle long action. Et comment, Crédit Absolu, on tire parti des opportunités actuelles sur le marché obligataire tout en limitant le risque? Je pense que déjà la qualité de l'équipe de gestion, c'est un fonds, c'est pas un fonds quantitatif, c'est pas un fonds, c'est pas une machine qui gère le fonds, c'est une équipe d'une quinzaine de personnes qui sont, je dirais, en permanence en train d'analyser ce que sont des opportunités ou ce que peuvent être des surévaluations. Et donc, David parlait de moteur, nous aussi, on emploie la même terminologie dans toutes ces stratégies alternatives, ces différents blocs de stratégies qui sont elles-mêmes décorrélées et qui travaillent ensemble avec des allocations qui sont plus ou moins importantes et qui permettent finalement de constituer ce portefeuille qui, je dirais, avec des stratégies qui peuvent, certaines gagner à certains moments, d'autres être en perte à d'autres moments. Et c'est la somme de toutes ces stratégies-là en fait, qui va constituer la performance de ce fonds. Donc, la réponse est assez simple. C'est une somme de savoir-faire, en fait, qui vont s'appliquer sur différentes stratégies très identifiantes, très identifiées, et qui sont des stratégies qui ont finalement des raisons de cohabiter au sein du même produit. Maintenant, une question, c'est quelle est la place de chacune de ces stratégies dans un portefeuille diversifié d'un particulier? Si je continue à répondre, nous, il nous semble aujourd'hui, alors d'une part, c'est dans la poche obligataire, c'est dans la poche, finalement, ça s'adresse à des particuliers qui sont prudents. Le fonds a une volatilité qui est inférieure à 2%, c'est un fonds qui est sur un support obligataire, donc avec une moindre volatilité probablement qu'un support action, donc il s'adresse d'abord à un investisseur prudent. C'est un support qui est décorrélant. On sait bien que dans une allocation d'actifs, ce mélange entre les positions obligataires et les positions actions
cohabitent bien, en fait, hein, sur la durée, ça donne des bons résultats. Et ça nous semble être une stratégie très adaptée au moment qu'on est en train de vivre, parce que sans être trop technique, depuis quelque temps, les spreads se sont beaucoup contractés, entre autres sur le high yield. Il nous semble aujourd'hui qu'il y a un risque asymétrique sur ce territoire-là, c'est-à-dire que finalement, se positionner sur un fonds obligataire high yield, ça ne nous semble pas le meilleur timing. Donc, comment se protéger en fait de ce risque asymétrique? Finalement, en se positionnant sur des stratégies de ce type-là qui peuvent ou qui doivent bénéficier, en fait, grâce à leur stratégie interne dans ces fameux moteurs, qui vont bénéficier ou qui peuvent bénéficier de tensions sur ce spread obligataire. Donc, elles cohabitent très bien avec un portefeuille obligataire et je pense aussi, elles présentent un avantage, c'est que les produits sans risque, en tout cas le monétaire, voient ses rendements fortement baissé, les comptes à terme, les DAT, on voit bien que finalement, sur le sans risque, on a un rendement qui est en forte contraction. Donc, il faut accepter de reprendre un peu de risque, en fait, pour compenser et aller chercher un peu plus de rendement en contrepartie, sans prendre trop de risques. Et je dirais la meilleure réponse, c'est probablement, ou du moins une bonne réponse, c'est ce produit, chez qui Absolute Return, avec une volatilité qui est faible, puisqu'elle est inférieure à 2%, ce qui prouve bien que c'est une stratégie prudente, en fait. C'est une question compliquée parce qu'effectivement, l'allocation d'actifs, c'est encore un tout autre métier. Mais Varenne Valeur, c'est un fonds qui a plus de 20 ans. Donc, j'ai eu le plaisir de parler avec des partenaires investisseurs depuis plus de 2 décennies maintenant. Et globalement, si jamais je me réfère à ce qui nous est dit, c'est que l'intérêt de ce fonds, c'est que finalement, il a sa place en fonds de portefeuille parce que la performance des marchés est finalement capté dans sa très large majorité en améliorant significativement le comportement du fonds dans les phases baissières. Il n'est pas nécessaire de battre le marché dans des phases haussières pour surperformer dans le temps. Si vous arrivez à ne prendre qu'une partie de la baisse, et même si vous ne prenez pas toute la hausse, sur un temps long, vous pouvez surperformer les marchés. C'est l'approche qui a été retenue et forcé de constater que c'est les résultats qui ont été générés par le fonds Varenne Valeur depuis plus de 20 ans. C'est un comportement qui est adapté à une approche fonds de portefeuille. Alors, Varenne Capital est une maison action, Varenne Valeur est un fonds à dominante action. L'exposition nette de ce fonds est d'environ 2/3. Donc, c'est un fonds qui n'est pas totalement investi structurellement et qui embarque des stratégies qui visent à en améliorer le comportement. Et en ce sens, effectivement, je pense que c'est intéressant d'avoir ce fonds en fonds de portefeuille. Dernière question pour vous, messieurs. Si vous aviez 1 minute de carte blanche pour convaincre un investisseur particulier d'investir dans vos fonds, qu'est-ce que vous diriez? Dans nos fonds ou dans ce fonds? Chacun. Moi, je vais répéter ce que j'ai dit. Je pense qu'aujourd'hui, je dirais une allocation d'actifs, en tout cas, va mélanger des très bonnes solutions sur les actions et une poche obligataire. C'est une très bonne combinaison. Aujourd'hui, sur la poche obligataire, on se rend compte effectivement que les solutions sans risque ont des rendements qui sont bien moindres que ce qu'ils étaient encore récemment. On pense, nous, de notre point de vue, c'est notre analyse, qu'on porte un risque important de tension sur les spreads de crédit, surtout sur l'investment grade. Comment s'en protéger ou comment diluer ce risque-là? C'est en se positionnant sur ce fonds, donc chez qui Absolute Return Credit, pour le répéter une énième fois, qui nous semble avoir, je dirais, une stratégie adaptée pour cet environnement. Concernant le fonds Varenne Valeur, si je devais synthétiser ses caractéristiques en 1 minute, je dirais que c'est un fonds déjà qui est original parce qu'il assemble différents moteurs, une gestion traditionnelle au cœur et des gestions alternatives autour, des équipes qui sont dédiées par stratégie. Donc, on a 4 équipes de gestion indépendantes qui opèrent au sein de ce fonds, et ce n'est pas un gérant, et donc ça réduit aussi le risque d'erreurs humaines. On est très structuré, on a une approche et une méthodologie qui est formalisée et structurée. On a énormément d'outils propriétaires parce qu'il n'y a pas une note de broker, donc il n'y a pas une recherche de banque qui rentre chez nous. On est dans une approche qui est totalement propriétaire, ce qui nous amène à avoir une origination d'idées, donc la recherche de pistes d'investissement toujours plus originale. Et donc, l'intérêt de ce fonds, c'est que déjà dans sa poche traditionnelle, on ne va pas forcément sur les noms les plus communs, parce que tout est totalement intégré et on recherche nos propres idées d'investissement en étant à peu près aussi étanches que possible des tendances de marché.
sans s'interdire d'aller évidemment sur les grands noms les plus représentés, parce qu'à un certain moment, ça va être les noms les plus performants, mais également avec des stratégies complémentaires. Donc, Varenne Valeur en fonds de portefeuille, c'est un fonds qui finalement a un excellent track record. Quand on stresse un fonds, on regarde de différentes phases type 2011, 2015, 2020. Il sort très bien avec une volatilité qui est sensiblement inférieure à celle des marchés actions. Maintenant, nous allons passer aux questions des auditeurs. Alors, une première question, y a-t-il une différence entre gestion alternative et gestion long-short? Alors, je prends le point. La gestion long-short est une des formes de gestion alternative. C'est peut-être celle à laquelle on pense le plus. Gestion alternative, on pense recherche de performance absolue. Et la gestion long-short est peut-être la famille la plus représentée, la plus peuplée dans cet univers. Merci. Comment voyez-vous le rôle des stratégies alternatives sur les 12 à 18 mois à venir? Très adapté. Je pense que Pierre en parlait aussi en parlant de l'environnement actuel, en disant que son fonds paraissait adapté à l'environnement qu'on pouvait anticiper à 12-18 mois. Ça va être la même chose de notre côté dans ma classe d'actifs qui est plus action. Là encore, dès lors qu'on peut anticiper, on peut craindre de la volatilité, qu'on n'a pas une excellente lisibilité sur les marchés, qu'il y a de la dispersion, eh bien, dès lors qu'on n'est pas sur une hausse globale indifférenciée des marchés, les expertises de gestion alternative sont pertinentes. L'environnement à venir, clairement, nous paraît adapté à ces caractéristiques. Merci. Alors, est-ce que les stratégies alternatives peuvent remplacer une poche de liquidité ou d'obligation dans une allocation? Alors, je prends la réponse. Alors, attention, la liquidité reste stable, elle ne rapporte rien, bien sûr, sauf si elle est placée sur un fonds monétaire. Donc, le fonds dont je vous parle, c'est un fonds qui peut avoir des phases de baisse. L'idée, c'est qu'il les récupère rapidement, historiquement, mais enfin, ça, c'est l'historique, c'est le futur, il faudra le démontrer dans le futur. Donc, l'idée, c'est pas de remplacer, l'idée, c'est de venir se rajouter et de venir finalement offrir une solution complémentaire qui offre une décorrélation. Qu'est-ce que ça veut dire une décorrélation? C'est qu'elle ne va pas réagir comme une poche obligataire traditionnelle et qui offre aussi, comme l'a dit David sur les actions, une capacité de résistance, sinon de performance dans des environnements où des stratégies obligataires traditionnelles finalement seraient mises à mal. Merci. Quelle part du portefeuille recommanderiez-vous d'allouer à des stratégies alternatives pour un investisseur particulier? Je ne crois pas. Elle est compliquée cette question. C'est quelle gestion alternative, quel niveau? En fait, la gestion alternative, on arrive à peu près à identifier ce que ça désigne, mais derrière, il faut regarder fonds par fonds, quel est le niveau d'investissement de chaque fonds, le profil de risque, l'appétit au risque de chaque investisseur. Donc, sincèrement, je joker sur cette question. Merci. Maxime, je te laisse conclure sur cette question. Nous arrivons donc à la fin de ce webinaire. Merci à tous pour votre présence et vos questions. Un grand merci également à nos intervenants, donc David Mellu, directeur général de Varenne Capital Partners, et Pierre Pubassé, porte-parole de la gestion et membre du comité d'investissement de la financière de l'Échiquier, pour leurs éclairages et leurs analyses concrètes. Nous espérons que cet échange vous a aidé à mieux comprendre ce qu'était la gestion alternative et l'intérêt d'en avoir dans votre portefeuille. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter votre conseiller Alta Profit pour approfondir tout ça. Je vous souhaite à tous une excellente soirée et je vous dis à très bientôt pour un nouveau webinaire.